Mon diagnostic, pour tenter de le tourner positivement en cette journée de célébration de la santé, c'est qu'en France, on dispose d'un terreau très fertile d'innovation, mais qu'on est loin d'en avoir exploité tout le potentiel. Moi, je dirige une structure qui est un pôle de compétitivité, Medicine Paris Région, c'est le pôle santé de la région Île-de-France, et qui vise à transformer l'innovation scientifique en valeur thérapeutique, donc en valeur tangible pour les patients, et en valeur économique, donc contribuer à développer l'emploi autour de l'innovation et les process industriels dont on parle beaucoup en ce moment, avec les enjeux mis en lumière par la crise sanitaire, les enjeux d'industrialisation et de souveraineté sanitaire notamment. Donc aujourd'hui, on peut, pour commencer par un petit peu d'optimisme, remarquer nous en tant que pôle, on est un pôle de 500 membres, donc 430 start-up, TPE, PME innovantes en santé, sur les filières de la biotech, des dispositifs médicaux, de la santé numérique. Il se passe plein de choses. Plein de choses. Il y a des idées, il y a des entrepreneurs, il y a des gens compétents, il y a des talents. On sait, quand on regarde les benchmarks internationaux, qu'en termes de compétences académiques, de nombre de publications, de nombre de brevets, il y a un certain nombre d'aires thérapeutiques sur lesquelles la France est en tête, parmi les leaders. Mais par contre, quand il faut transformer ça, aller jusqu'au bout, mettre des produits sur le marché en France, à disposition de nos patients français, on sait que on rate quelque chose. Malgré les dispositifs qui ont été mis en œuvre depuis un certain nombre d'années maintenant, malgré les financements, malgré les efforts qu'on peut mettre en place pour tenter d'y remédier, ça reste un sujet énorme. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour alimenter mon propos, je vais parler plutôt des dispositifs médicaux qui sont emblématiques de cette situation. Aujourd'hui, on parle beaucoup des licornes françaises. Alors, on se contente d'un certain nombre de licornes et c'est super. Il n'y en a pas dans la medtech. Il n'y en a pas dans les dispositifs médicaux. Et aujourd'hui, la filière des medtech, qui pourtant est composée de plus de 1400 entreprises, comme le SNITEM l'a révélé ce matin avec son étude réalisée par le cabinet DSC, eh bien, on n'a pas de chef de file, on n'a pas de leader majeur, de taille majeure en France qui tirerait les innovations, qui donnerait l'impulsion et qui serait donneur d'ordre pour l'ensemble de la filière. On a une filière qui est très morcelée, c'est 93% de TPE, PME qui sont, en plus les dispositifs médicaux sont extrêmement hétérogènes en termes de technologie, d'application, etc. Et donc qui sont tous un peu isolés dans leur coin sans forcément avoir de visibilité sur les enjeux majeurs qu'il faudrait soutenir et comment travailler avec des acteurs en amont, identifier des partenaires industriels, mieux travailler avec les structures académiques et cliniques. Et donc, on a vraiment une filière dans laquelle on est en perte de vitesse, on a perdu notre leadership. Évidemment, la crise a renforcé ce phénomène, on a fragilisé la filière, on a des entreprises aujourd'hui qui voient des investisseurs se retirer, on a 20% des entreprises qui ont vu, malgré des process d'investissement déjà enclenchés, des investisseurs se retirer, on a des risques de faillite, on a des rachats qui sont encore plus fréquents qu'avant, des rachats qui sont souvent au profit d'entreprises étrangères. Et donc ça, c'est évidemment assez préoccupant parce qu'on risque d'augmenter encore le phénomène de déperdition d'innovation, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos patients français, mais ils ne bénéficient pas des innovations de nos startups. Et ça, c'est un phénomène qui s'amplifie et qui se voit aussi dans le fait qu'aujourd'hui, 40% des startups renoncent au marquage CE, des startups françaises. C'est-à-dire qu'elles préfèrent commencer par attaquer le marché des États-Unis ou de la Chine ou du Japon parce que les contraintes réglementaires sont beaucoup trop lourdes. Et 40%, ce nombre est en augmentation et c'est plus seulement, on ne voit plus seulement des petites entreprises qui n'ont pas les reins assez solides pour financer tout ça, mais aussi des entreprises beaucoup plus robustes qui font elles aussi le choix de ne pas développer leurs innovations en France et en Europe. Pour moi, les causes sont de trois ordres, pour les caricaturer un petit peu. D'abord, des raisons sectorielles. Je l'ai dit, c'est une filière très morcelée, on n'a pas de chef de file en France. La plus grosse medtech française, c'est Urgo, qui est une ETI, une belle entreprise, mais une ETI. Si on compare ça aux ordres de grandeur de la pharma, par exemple, ça n'a rien à voir en termes de capacité pour emmener une filière. Et puis, donc, on a des structures qui sont très morcelées et qui sont en incapacité d'identifier des partenaires et des sous-traitants sur notre sol. C'est vraiment très spécifique à cette filière. On l'a vu aussi de manière importante pendant la crise. Il n'y avait pas de guidelines données spécifiquement et visibles par tous les acteurs de la filière qui ont permis d'identifier des fast tracks dans lesquels il pourrait y avoir une innovation engagée plus fortement et soutenue avec une préférence
européenne ou nationale. On a vu aussi un enjeu majeur d'être capable de développer des innovations, que ce soit pour des produits innovants ou même des produits de tous les jours qui soient produits sur notre sol. Et au dernier moment, malgré l'effort incroyable des entreprises innovantes sur le terrain pour être capable de déployer ça, eh ben on est allé chercher des solutions à bas coût qui venaient, on sait bien d'où. Donc ça, c'est un vrai problème qui est très sectoriel. Un deuxième problème qui est très culturel, qui est moins lié spécifiquement à la medtech ou même à la santé, mais qui est qu'en France, on a quand même beaucoup de mal à travailler ensemble, à casser les silos des disciplines. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, casser les silos entre les ingénieurs, les cliniciens, par exemple. On a très peu de formation aujourd'hui d'ingénieurs biomédicaux. Ça commence, mais aujourd'hui les jeunes diplômés sont complètement perdus parce que ils ont aucune vision opérationnelle de ce qu'on attend d'eux sur le terrain. Or, on attend des choses très complexes dans la filière des dispositifs médicaux, puisqu'on attend parfois des triples compétences, aussi bien sur la technique bien sûr, mais aussi sur le réglementaire et l'aspect clinique de plus en plus. Donc ça, c'est un enjeu très fort. On a du mal à faire travailler le public et le privé, on le sait. Ça reste culturellement très ancré. On a beaucoup discuté depuis tout à l'heure, mais la défiance qu'il y a entre des acteurs du monde académique et du monde industriel, malgré, encore une fois, les efforts qui sont faits, les exemples qui marchent très bien. Et heureusement, il y a c'est toujours très personne dépendant, des gens qui vont au front et qui sont capables de dépasser ces frontières, mais c'est encore bien trop peu le cas pour atteindre nos objectifs. Concernant les brevets, on peut voir la problématique de différents angles. Encore une fois, aujourd'hui, les chercheurs sont incentivés, ils sont encouragés à déposer des publications, éventuellement, parfois, à déposer des brevets. La question, c'est, l'histoire ne s'arrête pas là, c'est que le début. Et pour eux, c'est souvent un aboutissement parce que c'est comme ça aussi que sont faits nos systèmes de soutien à la recherche. Comment fait-on en sorte de montrer que ce n'est que le début de l'histoire? Une fois qu'on a un brevet, l'objectif c'est de le faire vivre et qu'il aboutisse à des innovations qui bénéficieront aux patients et à notre système de soins au sens large. Et donc il y a un vrai besoin d'acculturation, de mélange, de contribution réciproque, que les chercheurs aillent travailler dans des laboratoires industriels, que l'industrie aussi adapte sa capacité à parler à des profils qui sont très différents. Mais le brevet, c'est vraiment, je pense, un point assez illustratif de tout ça, qui est finalement, si on s'intéresse juste aux statistiques, qui n'est pas si mauvais que ça, mais pour lequel on a du mal à aller au-delà de la rupture de l'histoire, quoi. Et pour moi, il y a un troisième enjeu, et je l'ai un petit peu abordé en introduction, une troisième cause, qui est celle de nos modalités d'accès au marché, de nos contraintes réglementaires, de nos méthodos d'évaluation. Et aujourd'hui, dans le domaine des dispositifs médicaux, c'est un problème majeur. Il y a une réglementation qui est en train d'évoluer, qui met les entreprises en souffrance, en grande souffrance. On leur demande d'adapter, de redéposer des dossiers pour leurs produits qui sont déjà sur le marché. Pour faire ça, il faut passer par des organismes notifiés qui sont très peu nombreux au regard des milliers de dispositifs qu'il faut certifier. Il y a des goulots d'étranglement incroyables. Les organismes notifiés ne prennent plus de nouveaux clients. C'est des délais complémentaires de 12, 18, 24 mois, des coûts incroyables. Un examen, c'est 150 000 euros en moyenne et il peut y en avoir plusieurs sur un seul service. Et donc, à nouveau, on aboutit à un accroissement de cette problématique qui est, mais aujourd'hui, je développe une innovation, je ne vais pas la développer en Europe, je vais commencer par d'autres marchés. Sans parler du fait que on a aussi des équipes de recherche et développement qui sont embolisées par ces sujets-là et qui ne sont plus en train de penser aux innovations de demain. C'est la réglementation européenne qui est très, très ramassée en termes de timing et pour lequel on n'a pas assez accompagné les entreprises. Il y a probablement un mouvement de mutation qu'il faut anticiper pour cette filière, comme ce qu'on a observé depuis de nombreuses années maintenant dans la filière pharma, c'est que les industriels s'appuient de plus en plus sur l'innovation de plus petites structures, beaucoup plus agiles. Et pour que ça puisse arriver, il faut qu'on anticipe ce mouvement, qu'on accompagne les petites entreprises et qu'on favorise les collaborations. Les pistes de solutions pour remédier à ce problème, je vais me concentrer sur cette partie de collaboration, de structuration de l'écosystème qui est pour moi fondamentale et qui est en plus la raison d'être de la structure que je dirige. C'est pouvoir favoriser
les collaborations d'abord entre petits et gros industriels. Je viens d'en parler. Comment on peut faire concrètement? Mais c'est d'abord faire en sorte que les gens se connaissent, que les acteurs se connaissent et qu'ils puissent travailler ensemble autour de thématiques fédératrices. Alors on peut citer des exemples de succès récents, typiquement un gros projet qui a émané d'ailleurs d'un appel à manifestation d'intérêt du pôle Médicène, qui a donné lieu au projet iDream, qui est une plateforme d'intelligence artificielle au profit de l'imagerie médicale et qui a permis, avec un pilotage de GE Healthcare, un vrai rassemblement de compétences au sein de start-up, de TPE, de PME du territoire et qui donc est en cours maintenant avec un projet qui peut contribuer à changer les lignes. Ça, c'est un premier levier. Un deuxième levier, c'est contribuer à renforcer les partenariats publics-privés. Comment on peut faire ça? Là aussi, en partant de besoins cliniques forts qui sont insatisfaits, en essayant d'identifier les intérêts industriels et des compétences et savoir-faire de nos startups et PME sur le territoire. Et donc ça aussi, les exemples sont nombreux pour ça. On peut citer par exemple un appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé récemment autour des solutions multitechnologiques pour les maladies cardiovasculaires. Un sujet comme ça, pour nous, c'est 80 manifestations d'intérêt d'acteurs publics et privés. C'est derrière des consortiums qui se forment, des projets qui se montent et qui donc peuvent, là aussi, arriver plus tôt sur le marché. Avant de venir à l'Agence d'innovation santé, pour moi, un troisième levier, c'est aussi, et ça a été évoqué précédemment, c'est de faciliter l'accès à l'innovation dans les établissements. Comment on fait ça? On a beaucoup d'établissements et de cliniciens qui ont envie d'innover, qui, malgré les contraintes qu'on connaît de temps, de pression, de manque d'effectifs, etc., il y a un vrai engagement par certains cliniciens pour innover. Et on se rend compte que c'est très difficile, même quand on arrive à créer des terrains d'expérimentation dans les services. Donc, typiquement, nous, c'est des choses qu'on fait aussi, organiser des challenges qui viennent des services hospitaliers, qui ont identifié une problématique dans la prise en charge de leurs patients. On va identifier derrière des startups qui peuvent y répondre et on monte des opportunités d'expérimenter et de faire en sorte que la solution puisse y répondre. Mais une fois qu'on a fait ça, l'établissement ne peut pas implémenter la solution à long terme parce qu'il faut repasser par le code des marchés publics. On a vraiment des freins qui sont... on s'empêche, nous, de manière organisationnelle et assez naïve parfois, mais d'aller jusqu'au bout des histoires. Une piste importante qu'il faut saisir actuellement, c'est les opportunités qui émanent de la crise. Grâce à la crise, on a ouvert la réflexion sur les innovations en santé au-delà du médicament. Aujourd'hui, le dispositif médical, les solutions numériques sont sous les projecteurs et il y a une vraie volonté nationale de faire bouger les lignes. Est-ce que ça va être faisable si rapidement et de manière si efficace? Les questions se posent, mais en tout cas aujourd'hui il y a des opportunités. Dans le cadre du plan France Innovation 2030 en particulier, il y a la création de l'Agence Innovation Santé qui est évoquée, qui devrait être annoncée officiellement très bientôt et qui vise à fédérer, à essayer de sortir un petit peu de la logique des directions et des agences du ministère et des ministères qui se parlent trop peu et de donner des grandes orientations nationales prioritaires autour desquelles toute la filière pourrait prendre la même direction, avec des financements, avec des incitations, avec potentiellement des modalités fast-track d'accès au marché. Donc l'idée, c'est vraiment que cette AIS, comme on l'appelle, puisse aller jusqu'au bout de cet objectif-là et tenter de ne pas accoucher d'une souris, ce serait bien. Mais il y a d'autres mécanismes aussi qui sont envisagés dans ce plan, des mécanismes là aussi très pratico-pratiques sur le terrain. Comment, en créant des clusters d'innovation, on peut faciliter l'émergence d'innovations qui répondront à un besoin spécifique dans une aire thérapeutique donnée. Ma mesure phare, ce serait de faire le choix engagé de passer d'une vision de la Startup Nation à la Scale-up Nation. C'est vraiment un adage qui est très cher à un de nos administrateurs et autour desquels nous on se retrouve tous les jours parce qu'on a réussi ce pari d'avoir une émulation sur le terrain des entrepreneurs, des entreprises qui se créent, mais aujourd'hui nos startups, elles sont en souffrance. Il faut les soutenir en particulier dans nos filières en santé que sont les biotech et les medtech qui nécessitent des années et des millions, des dizaines de millions d'euros d'investissement pour démontrer la valeur clinique des innovations. Et aujourd'hui, on les laisse, on est très bon en amont pour l'amorçage. Et ensuite, on les laisse un petit peu en déshérence. Donc l'idée, c'est vraiment, et ça rejoint aussi les enjeux d'industrialisation et de souveraineté sanitaire, c'est d'accompagner les entreprises jusqu'au scale-up.